Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Une cinquantaine de familles se préparent à passer une première nuit à la Belle Étoile dès ce soir. Ce sont les habitants du quartier Essengue dont les maisons ont été détruites ce mardi après des semaines de résistance. Les engins conduits par le port autonome de Douala sont finalement venus à bout d'eux. Dans l'actualité également ce soir, péril sur l'examen de permis de conduire au Cameroun alors que la date butoir pour le dépôt des dossiers est annoncée pour demain. La bataille autour du paiement de 5 000 francs CFA se poursuit. Le permis de conduire justement est en danger donc et les promoteurs d'auto-école n'entendent pas lâcher du lest. L'arbitrage du gouvernement toujours attendu. Et puis 47 ans que le nationaliste camerounais Ernest Ouandié a été assassiné. L'Union des populations du Cameroun a saisi l'occasion de cet anniversaire pour lui rendre un hommage. Évocation de sa mémoire dans ce 19h50. Et en sport, dans l'actualité toujours CHAN 2018, les Lions A' du Cameroun affrontent les Diables Rouges du Congo. Brazzaville ce soir à Gadi au Maroc. Première rencontre pour les Lions indomptables dans cette compétition. Nos envoyés spéciaux au Maroc, André Mirabeau-Mahop et Marc Chouamot, plantent les décors de cette confrontation vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Après plusieurs semaines de résistance, le port autonome de Douala a finalement eu raison des populations du quartier Essengue. Plus de 50 familles vont dormir à la Belle Étoile dès ce soir. Les habitations ont finalement été détruites. À la place, l'on annonce la construction d'une route de 3 km de long. Mais déjà, le calvaire des familles qui ont élu domicile dans cet espace portuaire depuis des années ne fait que commencer. Yvonne Katiken et Marius Kossou nous en disent plus. Il ne reste que des pleurs à Samuel, ce jeune habitant du quartier Essengue, qui a vu tous ses 20 années de travail s'envoler en une nuit. Une maison de 3 chambres, une cuisine avec un toilette sous sang, avec une fondation en étage, 2 calaboutes que les gens habitaient dedans. Sa demeure a été détruite ce matin, tout comme celle de la présidente du canton Bel-A, qui se souvient tristement de sa demeure. Ma maison a 5 chambres, une cuisine. C'est là de l'autre côté, derrière là-bas. Et vraiment, on vous demande de nous regarder. C'est que les engins du PAD ont finalement eu raison de la résistance de la cinquantaine des familles qui résidaient au lieu dit petit village. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui à minuit, on ne s'attendait pas. Il est vrai qu'il y a un mois, à peine un mois, que le sous-préfet est venu nous dire que on lui a ordonné de casser Essengue. Bon, il y a plus de 5 mois ou 6 mois qu'on nous a enregistrés. Il était à peu près 4 heures du matin. Les populations ici ont été surprises dans leur sommeil. Le résultat, le voici. Des tas de gravats un peu partout. De nombreuses habitations ont été détruites. Celles qui tiennent encore debout ne le resteront que quelques jours. C'est que le port a engagé le processus de normalisation et de modernisation de ces structures. Les premières victimes sont celles qui occupaient les emprises du tronçon Transimex-Mira, sur lequel une route de 21 mètres de large va être construite sur 3 km de long. Le port annonce d'ailleurs la réhabilitation de d'autres voies d'accès pour désengorger la zone portuaire et la construction de nombreuses aires de stockage et d'attente de camions. Les travaux démarreront sans nul doute dans les tout prochains jours. Comment comprendre justement que malgré les multiples campagnes contre le désordre urbain, le phénomène perdure? La ville de Douala apparaît comme l'épicentre de cette anarchie observée partout au Cameroun. La voie publique et même les emprises occupées à outrance par des commerçants. L'image est désormais banale dans l'arrondissement de Douala 5e. La mairie dit avoir les mains liées à cause de nombreux procès intentés contre elle. Pourtant, dans son droit, s'agissant des casses. Julio Trésor-Tanon et Marius Kossou. Rouler ou circuler dans l'arrondissement de Douala 5e, les clichés du désordre urbain sont légion. Les vendeurs qui occupent les emprises de la chaussée disant n'avoir aucun choix. C'est parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de quoi survivre qu'on vient en route pour vendre cela. On peut pas aller au resto, au quartier, faire la prostitution. Ici, à Bépanda, au carrefour Tonnerre, des espaces prohibés sont pourtant occupés par des vendeuses. Certains agents de la mairie demanderaient même
de payer pour occuper librement, mais cette dame tient tête. Les gens de la commune ont demandé de payer, que si on ne paye pas, ils vont venir porter la glacière pour aller. Je dis, oui, venez à le porter. Au niveau du marché Bonamoussadi, les raisons de l'occupation des emprises de la chaussée sont tout autres. On nous a cassé de l'autre côté là, soit disant qu'on va construire le stade. On nous a cassé nous tous. Donc nous sommes en bordure de route comme ça, on ne connaît pas comment on va faire. Les mototaximens jettent le tort sur l'attitude de certains passagers qui les poussent à faire le chargement sur la chaussée. C'est les clients qui nous ont habitués. Quand on se place à l'ombre, le client ne vient pas. Parce que quand le client sort directement, il va seulement partir. Et quand tu es à l'abri, le client ne vient pas te chercher. C'est qu'à la position aussi que le client vient. Pourtant, la mairie de Douala 5e a souvent mené des campagnes de lutte contre le désordre urbain. Mais pour le moment, les bras semblent liés à cause des nombreux procès intentés par certains usagers, le plus souvent de mèche avec certaines autorités judiciaires. Lorsque vous allez demander aux gens de partir, soudainement, ces gens-là vont entreprendre souvent des procès contre même l'institution mairie. Parfois même ils ciblent même des individus au sein de nos institutions. Vous allez vous rendre compte que soit un adjoint au maire est traîné devant les tribunaux, soit c'est le maire même qui est traîné devant les tribunaux. Le désordre urbain, un vrai serpent de mer, difficile à cerner dans la capitale économique du Cameroun. Autre secteur emprunt au désordre, vous vous souvenez certainement, nous vous parlions il y a quelques semaines d'un dysfonctionnement autour de l'examen de permis de conduire. Eh bien, demain, 17 janvier, est date limite de dépôt des dossiers. Cependant, le blocus perdure. Les responsables d'auto-école refusent toujours de verser la somme de 5 000 francs CFA supplémentaires exigés pour chaque candidat. Le plus curieux dans l'affaire reste le mutisme du gouvernement à travers le ministère des Transports. Le reportage de Vanessa Kamdem et Roméo Nanko. Une semaine après le mouvement de protestation, la situation reste la même. Les responsables d'auto-école de Douala maintiennent leur refus de payer les 5 000 francs CFA supplémentaires demandés pour chaque candidat à l'examen du permis de conduire. Aucun dossier n'a donc été déposé jusqu'ici, alors que l'examen est prévu pour le 4 février prochain. La date limite du dépôt des dossiers, reportée plusieurs fois, est fixée pour l'heure au 17 janvier. Il y a déjà un 5 000 qu'on dépose avec les dossiers. S'il faut encore ajouter un autre 5 000, vraiment, les élèves disent que nous sommes en train de faire la nage et tout ça, beaucoup d'arrangements. C'est ce livret, plus la sécurisation du permis de conduire, qui coûte les 5 000 francs CFA par candidat, payable uniquement via Mobile Money. Nous qui avons inscrit en ligne et qui n'avons pas payé 5 000 francs, on refuse de prendre nos dossiers. Et là, on est au statu quo. Et nous avons informé les candidats qu'on refuse de prendre leur dossier. Maintenant, c'est peut-être avec les candidats qu'on peut... On ne sait pas si c'est les candidats qui doivent se fâcher et créer aussi un mouvement d'humeur et accompagner le nôtre. Entre-temps, les formations se poursuivent dans les différentes auto-écoles. Les apprenants, quant à eux, souhaitent voir plus clair sur une situation qui n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Non, je ne peux pas payer les 5 000. Il faudra que je sache d'où que les 5 000 partent. Parce qu'on ne peut pas dire que je vais seulement payer 5 000. Je ne peux pas payer les 5 000 francs là. Ce mardi, les responsables de syndicats d'auto-école se sont mobilisés à Yaoundé, question de se faire entendre par le ministère des Transports. Du poulet nourri aux hormones serait-il de retour au Cameroun comme à l'ère des poulets congelés? À l'interprofession avicole du Cameroun, c'est un non catégorique. Il s'agirait plutôt d'un produit immature mis en vente par certains éleveurs pour répondre, disent-ils, à une demande devenue très forte. Jean-Christian Kamehari-Tinda nous en dit plus. Ce poulet est essentiellement réservé à la braise. Sa chair se veut tendre, mais dans la marmite, elle donne un aspect plutôt pâteux. Et ça donne l'illusion d'un poulet dopé aux hormones, donc impropre à la consommation. Les poulets fermiers, comme on les appelle souvent, ce que les gens appellent les poulets reformés, c'est des poulets qui ont souvent 60-70 jours. Donc c'est des poulets qui sont d'une certaine consistance. Et puis d'autres peuvent les faire à 50 jours. Il y a des gens qui ont pris une option, produire le poulet et ne pas le vendre avant 60 jours. La demande ayant accru à la faveur des fêtes de Noël et du Nouvel An, ce poulet a été proposé sur pied aux consommateurs. Et tout de suite, ces derniers ont conclu à un poulet nourri aux antibiotiques ou aux hormones.
Les poulets qu'on faisait par exemple à 45 jours, comme on le disait vulgairement, se font maintenant aujourd'hui justement autour de 35 jours. Et ceci grâce à une bonne alimentation, un bon suivi, parce que les élèves ont acquis beaucoup de bonnes notions, de bonnes pratiques si vous voulez. Ils ont acquis beaucoup en technicité. Et grâce à cette technicité, ils ont pu donc raccourcir le temps pour faire du poulet. Donc la croissance est assez rapide, hein. C'est vrai qu'on a de très bonnes souches. À l'interpatronat avicole du Cameroun, le président rassure. Le cycle est assez long. Dès qu'on déclenche une commande de reproducteur, il faut attendre environ 10 mois pour avoir le poussin. Donc c'est assez difficile. C'est pour cette raison que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore pu couvrir le marché. Mais néanmoins, malgré le fait que les poussins manquent aujourd'hui, le ministre a signé l'autorisation d'importation des poussins d'un jour. Parce qu'en accord avec l'interprofession avicole, la semaine dernière, on a décidé donc qu'il fallait donc importer encore des poussins d'un jour et des œufs à couvrir pour pouvoir faire face à la concurrence. Je veux dire à la demande en attendant que les reproducteurs mis en place rentrent en production. Du poulet mature sur le marché, c'est dans un avenir proche, dit-on ici. En attendant, le secteur avicole s'est remis pour rattraper le déficit causé il y a peu par la grippe aviaire. On tape tout de suite sur Yaoundé pour parler d'un autre produit impropre à la consommation. Ce sont des huiles végétales. La contrebande bat son plein sur le marché de la capitale. Bonsoir, Brand Kamga. Grandes surfaces, des boutiques et des étals les ont en bon marché, parfois transformés en ONEM, ce qu'ils appellent vrac dans leur jargon. Consommateurs en danger. Il y a des problèmes sur l'huile. Évitez d'acheter le vrac. Car le vrac, l'huile en vrac que vous achetez, vous n'avez pas de traçabilité, donc vous ne savez pas d'où cette huile vient. Donc pour le moment, évitez, refusez d'acheter l'huile en vrac parce que l'huile mauvaise, de mauvaise qualité est dehors. Ce qui est vrai, c'est que toutes ces huiles sont importées. Mais le débat sur le circuit emprunté est un panier à crabe. Les acteurs de la chaîne d'importation mis en alerte. Pour certains, comme la douane, réagissent. Et d'autres, comme la Nord, avec son programme d'évaluation de la conformité avant embarquement, est frileuse et méfiante. Peut-être fait-il son aveu d'échec ou un silence coupable. Là-bas à la Nord, le sujet est évité et les journalistes tournés en bourrique. Chez le gendarme des marchés, le ministère du Commerce, la situation est connue et les procédures de répression enclenchées, dit-on. Nous sommes en alerte maximale, le processus est enclenché. Ça veut dire que ce soit dans les magasins, si par mégarde certains magasins se sont procurés ces huiles,
Au niveau du ministère du Commerce, il y a le bras armé, la brigade de répression qui est déjà sur le terrain. Au niveau des entrepôts et au niveau même du port, au niveau du dédouanement, les services de douane sont à pied d'œuvre à tous les niveaux où ces produits peuvent être débarqués. L'autre défi de cette opération, c'est de démasquer ces importateurs véreux ou de circonscrire le chemin emprunté par cette contrebande. Affaire à suivre. Prudence donc. Extension de la riziculture dans les zones de production. Nangaï Boko et Batchenga sont prêts à offrir aux consommateurs du riz de marque camerounaise de bonne qualité grâce à son centre de formation. Une caravane du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire est descendue sur le terrain. Question d'évaluer la capacité de production du riz dans la Haute-Sanaga. Gislain Piaïsono, Hubert Noutier. À ce jour, le Cameroun importe 500 000 tonnes contre une production nationale de seulement 100 000 tonnes de riz par an, ce qui garantit très peu la sécurité alimentaire vue sous l'angle de cette filière. C'est pour cela que la stratégie nationale a été pensée pour booster la production par la construction de centres de formation en riziculture, bref, en faveur de l'extension de cette culture. À Batchenga comme à Nangaï Boko, on accélère donc la mise en œuvre des fermes mécanisées. C'est le sens à donner au séjour du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en ces deux lieux. Bientôt, de grands bassins de production. Après cette mission dans la Haute-Sanaga et dans la Léquier, nous avons instruit des collaborateurs qui sont sur le terrain pour que d'ici la fin du premier semestre, que 3 programmes agroports soient lancés au niveau de la Léquier, au niveau de Koten et au niveau de Nangaï Boko. Dans la Haute-Sanaga, la superficie exploitable irriguée en Koten est de 11 hectares et 20 dans le village Avangan. Les deux sites réunis emportent une capacité de production annuelle de 310 tonnes de riz. Actuellement, nous avons une concession d'environ 31 hectares sur lesquels nous produisons des semences certifiées de riz irrigué. Il faut dire que nous avons un potentiel de production d'environ 310 tonnes par an de semences. Actuellement, nous avons déjà formé environ 100 apprenants que nous nous apprêtons à installer dans leurs propres parcelles aménagées. Batchenga et Nangaï Boko sont ainsi connectés au réseau rizicole camerounais qui part de Galem et Sanchou jusqu'à Manchoum Valley et Ndop en passant par Bafoussam. Construction de l'axe ferroviaire Ngaoundéré-N'Djamena dans le Tchad, le projet rentre dans une phase d'espoir. Le maître d'ouvrage délégué ainsi que l'opérateur des études de faisabilité sont connus à l'issue des travaux de la 4e session de la commission ferroviaire Cameroun-Tchad tenue ce jour même ici à Yaoundé. Relier le Cameroun au Tchad par voie ferrée, le projet se réalisera même si pour l'instant, nul ne sait le jour. La commission ferroviaire Cameroun-Tchad s'est réunie ce mardi à Yaoundé en sa 4e session. Nous en sommes maintenant dans le vif du sujet parce qu'il est question d'engager les études de faisabilité. Et pour engager ces études de faisabilité, il a fallu que les deux chefs d'État recherchent et obtiennent le financement. Et ce financement a été obtenu auprès de la BAD. La Banque africaine de développement est l'agentier des études de faisabilité élevé à 3 milliards de francs CFA. L'opérateur conducteur des études de faisabilité ainsi que le maître d'ouvrage délégué sont désignés lors de cette 4e session Comifé Cameroun-Tchad, un projet intégrateur. Avoir le train de N'Djamena jusqu'à Douala, notre port principal, je crois que c'est un défi important sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs années. Et donc aujourd'hui, on est presque au lancement des études. Et donc après les études, il ne manquera que la réalisation de ces travaux qui pour nous, je le répète encore, et je ne répéterai jamais assez, extrêmement important, stratégique pour notre pays. L'Afrique subsaharienne bénéficiera de ce réseau ferroviaire transfrontalier de 800 km entre Ngaoundéré et N'Djamena. Il faudra entre 4 000 et 5 000 milliards de francs CFA pour voir le train quitter la gare. Depuis ce matin,
Également à Yaoundé, le réseau des instances de régulation de communication est en concertation avec les organisations des médias professionnels du Cameroun. Une discussion qui permet d'échanger les expériences au niveau des pays africains en vue d'une meilleure régulation en ce qui concerne par exemple le Conseil national de la communication ainsi que les autres organes qui devraient être plus efficaces et plus forts. Rodrigue Tonguet, Samuel Bonis. La régulation des médias au-delà de nos frontières. En voici une illustration avec cet échange entre une association de patrons de radios et télévisions privées du Cameroun et une mission du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Vifs mais courtois, les échanges se déroulent au sein du siège du Conseil national de la communication du Cameroun à Yaoundé. Les membres du CNC qui accueillent leurs homologues d'Afrique ont bien voulu associer une dizaine d'organisations socio-professionnelles des médias aux discussions pour un partage d'expériences. La formule est visiblement payante. Je sais aujourd'hui qu'au Maroc, on ne suspend pas les médias. On n'envoie que des avertissements, des sanctions, des orientations. Les travaux de ce mardi se tiennent en prélude à deux événements majeurs du RIAC. La 9e conférence des instances africaines de régulation de la communication et la commémoration du 20e anniversaire de notre réseau. Mais l'occasion a permis naturellement de faire le point sur la régulation. À date, nous avons eu l'impression que le Conseil était plus lié aux institutionnels que les régulés. Et nous avons également constaté que chaque fois qu'il y a une plainte contre un journaliste ici, si la plainte vient d'un institutionnel, d'emblée le journaliste va perdant. Les difficultés qu'on rencontre ici ne sont pas spécifiques au Cameroun. Comment, de manière solidaire, trouver des solutions afin que la régulation assume d'abord sa fonction première, qui est celle de garantir la liberté de la communication. Le RIAC, sous le regard du CNC, a également rencontré ce jour l'Association de la presse cybernétique du Cameroun, le Syndicat national des journalistes du Cameroun, ou encore l'Union de la presse francophone section Cameroun, pour l'intérêt d'une presse libre et de qualité. En politique, l'autre faction de l'Union des populations du Cameroun, celle de Baléguel, a effectué sa rentrée politique hier. La localité de Matom, dans la région du centre, a accueilli les militants de l'autre UPC à l'occasion de la commémoration de l'assassinat du nationaliste NS Wandié. Le parti rassure quant à sa participation aux différentes élections qui se tiennent cette année. Samuel Bonis et Delphine Fonkoutene reviennent de Matom. Matom, comme si c'était un jour de campagne électorale. L'Union des populations du Cameroun version Baléguel est sur le terrain ce lundi pour commémorer la mort du nationaliste NS Wandié, assassiné le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Les porteurs sont à Bafoussam, ils ont déposé la gerbe de fleurs et nous souhaitons tout simplement, nous leur disons que nous sommes de tout cœur avec eux, que la famille continue à avoir encore la patience et le courage de supporter l'absence de leur fils. Nous demandons aux autorités de ce pays que l'histoire du Cameroun soit refaite, surtout dans les manières scolaires, pour qu'on ne saute pas la période de 48 jusqu'à 60, parce que c'est une période très très émouvante et pleine de signification pour l'avenir du Cameroun. La descente de cette aile du bureau de l'UPC sur le terrain, c'est aussi pour relancer les activités du parti. L'UPC rassure qu'elle ne prendra pas à toutes les élections de 2018. L'une de nos priorités, c'est d'inciter les populations à s'inscrire massivement dans les listes électorales. Et bien entendu, vous savez, les réponses qu'on nous donne, c'est que, bon, surtout pour les jeunes, qui disent que qui s'inscrivent ou qui ne s'inscrivent pas, c'est le même résultat, mais on leur dit que non. Nous sommes sûrs que cette année, l'année 2018, on fera des élections crédibles et pacifiques. À côté du lancement de la nouvelle dynamique du parti, ce meeting est également l'occasion pour les populations de Matom de féliciter le secrétaire général de l'UPC Pierre Baléguel Nkot, qui avait tenu sa dernière réunion ici avant le congrès qu'il a élu.
La date du 15 janvier nous permet justement de revenir sur la mort d'Ernest Ouandié, très peu connu le plus souvent de la jeune génération. 47 ans après son assassinat à Bafoussam, évocation du combat de l'un des derniers résistants camerounais avec Rodrigue Tongué. Le 15 janvier 1971, la répression postcoloniale fait parler la poudre une énième fois. À Bafoussam cette fois-ci, c'est Ernest Ouandié, instituteur de 47 ans, qui est fusillé en public. Son crime, avoir attenté aux institutions républicaines. C'est la version officielle, substantifique moelle du verdict de son procès. La vérité, elle, se trouve à des années-lumière de cette mascarade judiciaire. Parce qu'à ce procès, au lieu d'accuser Ernest Ouandié d'avoir voulu l'indépendance du Cameroun, on l'accuse d'avoir voulu attenter à la vie du président de la République. 20 ans après l'exécution d'Ernest Ouandié, l'Assemblée nationale adopte une loi faisant de lui et beaucoup d'autres combattants des héros nationaux. Il a ainsi quitté le statut institutionnel de maquisard pour celui de nationaliste ou encore de héros de la libération du Cameroun. Kizar, c'est en fait un nationaliste qui a refusé de se laisser pervertir par la machine coloniale. Mais 47 ans après, alors que les carillons de la commémoration de l'exécution de Ouandié retentissent dans le pays et même au-delà, où en est-on avec la lutte contre le néocolonialisme, idée subliminale derrière le dernier combat des nationalistes camerounais? Perdure aujourd'hui une domination structurelle de l'Occident sur un ensemble d'anciennes colonies. Une réponse intelligente consisterait à définir les modalités d'un développement et d'une autonomie véritable qui passe par l'appropriation de ces moyens de production. Dans l'immédiat, de nombreux UPCistes réclament monuments et autres stèles érigées à la mémoire de Ouandié et les nombreux combattants pour la liberté. Les Freemen. Ernest Ouandié est mort il y a 47 ans, à l'âge de 47 ans. Le 19 se poursuit, le 19h50 se poursuit cette fois-ci en sport. Nous parlons de la mission d'inspection de la CAF et c'est avec vous, Michael Titiou. Effectivement, Brandon parle des préparatifs de la CAN 2019 et des experts de la Confédération africaine de football qui sont à Douala depuis ce matin. Ils ont visité les chantiers de construction des stades et quelques hôtels de la métropole économique du Cameroun. Leur tournée se poursuit demain, toujours avec l'inspection d'autres sites retenus pour la compétition de 2019. Alex Lembe, Luciano Djakou et Martin Luthen-Dumont. Ça y est, les experts de la Confédération africaine de football sont à Douala depuis ce mardi. Ayant atterri aux environs de 11 h, ils seront immédiatement accueillis par le gouverneur de la région du littoral, par ailleurs président du comité local d'organisation site de Douala, ainsi que tout son staff. Tout juste après, un huis clos très rapide sera effectué à la communauté urbaine de Douala entre l'État du Cameroun et les experts de la CAF. Repartis en deux groupes, le premier s'occupera des infrastructures hôtelières et l'autre des infrastructures sportives. Premier stop pour le premier groupe, l'hôtel Sawa de Bonanjo. Visite guidée et conduite par les responsables du dit hôtel, avec au finish ses responsables visiblement satisfaits. Deuxième stop, Stade Land Hôtel de Bonapriso, même procédure, même résultat. Pour cette première journée, le point final des infrastructures sportives a été la résidence La Falaise Aqua de Douala, où les responsables, visiblement satisfaits, ont présenté leur menu et se disent même déjà prêts à recevoir les équipes de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la CAN, nous sommes en train de fonder des menus venant de tout le territoire africain, de l'Asie et de l'Europe. Nous avons les chambres king size. Ça, c'est des lits de grande dimension de 180 sur 200. Nous avons ensuite des chambres avec des lits twin. C'est des lits de 0,90 et dans chaque chambre, il y en a deux. Nous avons les suites exécutives, nous avons les suites senior exécutifs. Le second groupe, quant à lui, s'est occupé des infrastructures sportives, notamment les stades. Tout d'abord, celui de Japoma, où le groupe et le staff auront eu une séance de travail de près de 4 heures d'horloge, un temps qui visiblement n'a pas déçu nos hôtes.
Cette première journée va s'achever par la visite du mythique stade de Mbapelépé de Douala, toujours sous la conduite du gouverneur de la région du littoral, avec naturellement à ses côtés un hôte de marque, Philippe Doucet. La visite se poursuit demain, ici à Douala. Championnat d'Afrique des Nations 2018, le Cameroun s'apprête à débuter le tournoi ce soir à Agadir. Les Lions à prime de Rigobertson affrontent le Congo-Brazzaville dans quelques minutes. Allons retrouver nos envoyés spéciaux Marc Chouamot et André Miraboumab sur place au Maroc pour les dernières nouvelles concernant cette rencontre. Bonsoir messieurs. Bonsoir Michael, bienvenue au grand stade d'Agadir où il fait 15 degrés Celsius. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi du match entre le Cameroun et le Congo. Bonsoir Marc. Bonsoir Mirabeau, bonsoir à vous à la maison. Bien sûr, c'est le moment d'entamer cette compétition tant attendue, la sortie du Cameroun dans quelques minutes. Mais depuis le début de l'après-midi, l'information est connue. Rigobertson a pondu son premier 11 de départ pour cette compétition sans Clarence Biton. C'est une stratégie? Ouais, c'était vraiment très attendu. On rappelle cette composition de départ dans un 4-3-3. Dans les buts, on a Godkalati, le gardien des Sport de la Lekir. En défense centrale, la paire Owundi et Abouemaya a été préféré à Otia. Latéral gauche, on a notre ami Alphonse Tienche, ballon d'or du championnat camerounais. À droite, Bawaketa. Au milieu de terrain, on retrouve le capitaine Junior Awano devant la défense avec deux milieux offensifs pour le dire, Willy Namedi et Kouo Billet. Et puis devant la triplette, c'est France Pangop à gauche. À droite, on a dans Patrick Moukoko, le joueur de Colombe. Et puis en pointe, Steve Boni. Voilà un 11 avec Clarence Biton sur le banc. Et comme il est de coutume, les Lions à prime ont effectué ce matin la traditionnelle séance de balade dans la ville de Agadir. On a vécu un bon moment. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a eu de beaux moments avec les touristes qui ont approché les joueurs. Surtout la star, il faudrait le rappeler, c'était Rigobertson au lieu des joueurs à prime, parce que c'est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun et ça a permis même aux policiers de passer un bon jour, un bon moment autour de la mer Méditerranée pour reconcentrer tout le monde pour ce match face au Congo dans quelques minutes. Et aussi que l'apport de l'ambassadeur qui est venu quand même apporter quelques mots réconfortants peut stimuler donc ces joueurs. Oui, en début, juste après cette balade, on a eu la causerie entre l'ambassadeur du Cameroun ici au Maroc et la sélection nationale des Lions à prime. Et après, c'était le huis clos pour ce match de ce soir. Le rêve d'être peut-être champion d'Afrique pour les Lions locaux démarre ce soir face à cette équipe du Congo. Coup d'envoi de la rencontre, 20h30 du côté du Cameroun. André Mirabeau-Mahop marche sur moi avec la collaboration de Sylvain Kwambi au Maroc pour Canal International. Et on reste avec vous pour parler de cette sélection locale du Cameroun qui disputera son premier match du CHAN 2018 dans un stade quasi neuf, inauguré il y a seulement 3 ans. Il est l'un des plus modernes du continent africain. Présentation de l'ouvrage par vous-même, André Mirabeau-Mahop et Marc Chouamot. Le stade Adra, encore appelé Grand Stade d'Agadir, une architecture imposante, un complexe ultramoderne. C'est un nom de c'est le nom de montagne d'Agadir. C'est un montagne en français, c'est un montagne, mais en berbère c'est Adra. C'est comme ça. Le montagne, c'est un montagne comme ça, mais en berbère c'est Adra. Construit à la sortie de ville, au pied de la montagne, il compte 45 480 places assises et son gazon naturel lui donne des airs de tapis vert. Le stade il est situé pas loin de là où j'habite, donc même à pied je peux arriver là-bas. C'est un très beau stade, il a été très bien conçu, le plan architectural aussi a été réussi et je pense que le spectacle sera beau ce soir. Le chantier aura duré entre 2004 et 2013. Le Grand Stade d'Agadir a abrité 4 matchs de la Coupe du Monde des clubs en 2013 et sera l'hôte des 5 rencontres de la 5e édition du CHAN. C'est sur ce banc de touche que Rigobertson et ses poulains disputeront les 2 premiers matchs du championnat d'Afrique des Nations 2018. Espérons que le stade d'Agadir leur porte chance. André Mirabeau-Mahop marche en moi avec la collaboration de Sylvain Kwambi au Maroc pour Canal International. Un combat, un rendez-vous plutôt à suivre toujours sur Canal 2 International à 21h30, la grande